En moins de 20 ans, un peuple quasiment inconnu a bâti le plus grand empire que le monde ait jamais vu. Un empire qui s'étendait de l'Europe jusqu'à l'Inde. C'est une histoire d'ascension absolument fulgurante, celle de l'Empire perse. La question est là. Comment est-ce possible? Comment un seul homme a-t-il pu faire ça? On va suivre ensemble le parcours éclair de Cyrus le Grand. Découvrons comment, en partant d'un tout petit royaume vassal, il a complètement renversé l'ordre établi pour forger un empire qui allait redéfinir l'histoire. Ok, alors pour bien comprendre l'exploit de Cyrus, il faut d'abord qu'on se replonge dans le contexte. Visualisons un peu le monde dans lequel il débarque. Un monde qui est déjà dominé par des puissances très anciennes et bien installées. Vers 560 avant notre ère, le Proche-Orient, c'est une sorte d'échiquier géant avec 4 joueurs principaux. On a l'Empire Mède, qui domine le plateau iranien, le royaume de Lydie, richissime en Anatolie, le puissant empire néo-babylonien en Mésopotamie, et bien sûr, l'antique Égypte. Et les Perses, dans tout ça, eh bien ils sont tout petits, un simple royaume vassal forcé d'obéir aux Mèdes. Et c'est justement là que notre histoire commence. En 559 avant Jésus-Christ, un nouveau roi, un certain Cyrus, arrive au pouvoir dans ce petit royaume perse d'Anshan. À première vue, rien ne laisse penser que cet homme va changer la face du monde. Mais ce qui est fascinant, c'est la position unique de Cyrus. Son père, Cambyse Ier, est le roi perse. D'accord. Mais sa mère, Mandane, est la fille du roi des Mèdes, Astiage, c'est-à-dire son propre suzerain. Il est donc à la fois le vassal et le petit-fils de l'homme le plus puissant de la région. C'est un détail crucial. Et cette double appartenance, ça va se révéler être une arme politique absolument redoutable. C'est ce qui va préparer le terrain pour une rébellion spectaculaire. Une rébellion qui va non seulement le libérer, mais qui va carrément faire de lui le nouveau maître du jeu. Et la guerre est d'une rapidité incroyable. En gros, ça se passe en 3 temps. D'abord, Cyrus se révolte en 553. Mais le vrai tournant, le coup de théâtre, a lieu en 550. L'armée mède elle-même se mutine, trahit son propre roi Astiage et le livre pieds et poings liés à Cyrus. La victoire est totale et inattendue. Et là, face à son grand-père, son ancien maître, Cyrus fait preuve d'un génie politique hors du commun. Au lieu de l'exécuter, comme c'était la norme, il lui laisse la vie sauve. Et en faisant ça, il se positionne non pas comme un conquérant brutal, mais comme l'héritier légitime du trône. Du coup, il fusionne les Mèdes et les Perses en un seul peuple, sous sa couronne. C'est brillant. Ce retournement de situation est parfaitement résumé par cette phrase qu'on lui attribue. Imaginez le choc. Le vassal est devenu le maître. En un claquement de doigts, tout l'équilibre des pouvoirs au Proche-Orient vient d'être pulvérisé. Maintenant, avec ce nouvel élan, Cyrus ne va pas s'arrêter là. Au contraire, il vise encore plus haut. Son regard se tourne vers le plus grand prix de l'époque, la légendaire cité de Babylone. Babylone, c'est le joyau de la Mésopotamie. C'est le centre culturel, économique, religieux de la région. Et elle est protégée par des murailles réputées infranchissables. Sauf que la ville a une faille. Son roi, Nabonide, est très impopulaire. Il a mené des réformes religieuses qui ont mis en colère le clergé et l'élite de la ville. Et ça, Cyrus l'a bien compris. La campagne militaire est un modèle du genre, une vraie guerre éclair. En septembre 539, victoire perse décisive à Opis. Ensuite, les villes tombent les unes après les autres, souvent sans même combattre. Et le 12 octobre, moins d'1 mois plus tard, les troupes de Cyrus entrent dans Babylone même. C'est stupéfiant. Mais le plus incroyable, c'est ce que nous disent les Babyloniens eux-mêmes sur leurs tablettes. La capitale est tombée sans combat. Ça veut dire quoi? Eh bien, tout porte à croire que Cyrus a su exploiter les tensions internes. Il a probablement négocié avec des notables locaux, comme ce Ugbaru, qui lui ont tout simplement ouvert les portes de la ville. La prise de Babylone, ce n'est pas juste une conquête de plus. C'est l'acte de naissance d'une nouvelle superpuissance mondiale. Une puissance qui va être fondée sur un modèle complètement différent de tout ce qu'on a vu avant. Le résultat est vertigineux. Il faut vraiment s'arrêter un instant pour mesurer l'ampleur de l'exploit. En une seule génération, Cyrus a créé, à partir de rien ou presque, le plus grand empire de l'histoire jusqu'à cette époque. Il a unifié des dizaines et des dizaines de peuples, de cultures, de langues. C'est du jamais vu. Alors, comment cet empire a-t-il pu tenir? C'est parce que Cyrus a mis en place un modèle de gouvernance totalement révolutionnaire. Au lieu d'écraser les cultures locales, il a pratiqué la tolérance religieuse. Il a respecté les dieux et les coutumes de chacun, il a intégré les élites des peuples conquis dans son administration, et il a même libéré des peuples qui avaient été déportés par les Babyloniens, ce qui lui a forgé une réputation de libérateur. C'est ça, la naissance de ce qu'on appelle un empire multinational. Le vrai génie de Cyrus, il n'est pas seulement militaire. Il est surtout politique.
Il a compris que pour diriger un territoire aussi immense et varié, il valait mieux faire des peuples conquis, des partenaires, plutôt que des esclaves. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que l'impact de Cyrus va bien au-delà de ses conquêtes. Il a créé un modèle d'empire qui inspirera plus tard des gens comme Alexandre le Grand ou même les Romains. Et sa politique de tolérance a laissé une empreinte durable dans les traditions religieuses et politiques du monde entier. Ce qui nous laisse avec une question finale, une question qui fait encore débat aujourd'hui. Cette image d'un roi juste, tolérant, presque humaniste, est-ce le reflet d'une véritable philosophie de gouvernance ou est-ce que c'était tout simplement le résultat de l'une des campagnes de propagande les plus réussies de toute l'histoire? Visionnaire ou maître de la communication? La question, elle, reste ouverte.